Salut les amis. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un livre que Alcyon m'a conseillé, qui est My Absolute Darling de Gabriel Talent. Et je le remercie de m'avoir conseillé ce livre, parce que c'est la deuxième fois qu'il me conseille un truc, et c'est la deuxième fois que je trouve ça super cool. C'est donc un livre que Alcyon m'a conseillé, mais c'est aussi un livre dont Nana m'avait parlé et qu'elle m'avait dit qu'elle avait aimé, et ça fait quand même un bout de temps que j'en entends parler. Donc ce livre était une grande question, que je me disais que je lirais un jour, et voilà, c'est fait, et je suis très contente de l'avoir fait. Résumé, alors, moi on m'avait dit... oui, c'est l'histoire d'une fille qui se fait violer par son père, qui est un survivaliste, qui vit dans un espèce de bunker, etc. Donc moi, c'est l'image que j'en avais. Maintenant, en le lisant, c'est pas faux, mais c'est pas l'image que ça m'a laissé. En tout cas, c'est beaucoup plus subtil que ça. Après, je pense que les gens qui m'ont dit ça ont jamais dit que c'était pas plus subtil, hein, c'était juste leur manière de le résumer en une phrase ou deux. Du coup, oui, c'est bien une fille qui vit avec son père, qui est bel et bien une espèce de survivaliste. Et effectivement, il y a des incestes, quoi. Il a des rapports un peu trop intimes avec elle, et ils sont extrêmement coupés du monde, etc. Mais c'est surtout ça qui est intéressant, c'est le point où ils sont coupés du monde, en décalage avec leur époque, et où la fille, du coup, qui s'appelle Turtle, en réalité, elle s'appelle Julia, mais on s'en fout, parce que elle-même, elle s'appelle Turtle, donc moi j'ai envie de l'appeler Turtle. Donc Turtle, elle est complètement en non-adéquation avec son époque, ses contemporains, les jeunes de son âge, et puis les plus vieux aussi. Après, la seule personne avec qui elle s'entend bien, en dehors de son père, c'est son grand-père, qui du coup est un mec qui a fait la guerre. Donc ça vous donne une idée de la distance qu'il y a entre elle et le reste du monde. Et elle est vachement portée sur la nature, du coup, vu que son père l'a élevée comme ça, à tirer avec toutes sortes d'armes à feu, un peu dans tout, chasser elle-même. On sent qu'elle est vraiment en mode survie, donc on a l'impression que c'est un peu une sauvage par certains aspects. Et du coup, elle va à l'école, mais elle trouve que les gens sont tous débiles, et elle y comprend rien, et ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, c'est un peu l'histoire d'une fille qui est complètement exclue de la société, et qui méprise la société tout en souffrant de sa situation, et en se sentant abandonnée, on va dire. Et du coup, elle a que son père, et leur rapport est extrêmement malsain, mais on peut pas dire que c'est pas de l'amour, c'est juste que lui, il est complètement psychopathe, je pense qu'on peut le dire, du coup... C'est un peu destructeur comme relation, mais c'est super intéressant. Donc ça va être un peu l'histoire d'une adolescente de 14 ans au début qui souffre parce que elle est dans un contexte où elle est extrêmement isolée, et elle est vraiment élevée dans une espèce de souffrance et de haine de tout. Après, il y a l'adolescence aussi qui rajoute à ça, mais c'est aussi pas mal comment elle a été élevée, quoi. L'histoire de quelqu'un qui est surtout en décalage avec son époque et son environnement. L'histoire, donc c'est l'histoire de cette fille, on est d'un point de vue interne à la troisième personne. Clairement, on a ses pensées, son ressenti, on voit jamais de choses quand elle est pas là. Et c'est vraiment sa manière de percevoir le monde qui est décrite. Et du coup, sa manière de percevoir le monde, elle est extrêmement poétique, dans quelque chose d'à la fois horrible et magnifique en même temps. Il y a des descriptions extrêmement détaillées, avec un côté très méticuleux, objectif, et sur comment les insectes, les animaux, les plantes, etc. qu'il y a partout, et du coup même dans la maison, les araignées, les champignons, etc. Donc on se rend compte que tout est dégueulasse, mais on se rend compte que du point de vue de Turtle, c'est pas moche ou négatif. Elle, juste, elle a toujours vécu là-dedans, elle trouve ça normal, et c'est sa maison quand même, quoi. C'est extrêmement original pour ça, et c'est à la fois des paysans, et en même temps, on ressent vachement ce qu'elle ressent, donc vous allez me dire, c'est pas exactement l'histoire, mais c'est vraiment l'originalité du livre, je trouve. Du coup, l'histoire, ça va être une espèce de descente aux enfers, lueur d'espoir pour Turtle, qui a un père donc qui la maltraite, qui va à l'école malgré tout, l'école où elle rate. Son père lui dit il faut que tu travailles plus, il faut que tu réussisses, et sois pas conne, etc. Mais on peut pas vraiment dire qu'il l'aide, même si de son point de vue c'est sûrement ce qu'il essaye de faire. En tout cas, il est pas très doué niveau diplomatie. Du coup, c'est l'histoire d'une adolescente qui va craquer, en fait, parce que son père va la pousser à bout, l'école aussi, même si c'est beaucoup plus son père que l'école, hein, mais c'est un peu le paradoxe entre les deux qui vont faire que ça va exploser dans sa tête. Je sais pas si on peut dire que c'est un livre sur le passage à l'âge adulte, probablement un peu, mais je me dis que c'est surtout une espèce
d'explosion entre une espèce d'individualité décalée et qui inclut la famille du coup, et un monde qui correspond absolument pas. Donc moi je le vois pas trop comme ça, mais je comprendrais qu'on le voit comme ça, donc je le précise. Probablement un truc du passage à l'âge adulte, mais pour une personne extrêmement originale. Le concept, je pense que le concept c'est vraiment justement de prendre des gens qui sont dans les extrêmes, parce que voilà, les survivalistes, etc., les gens qui pensent vraiment que la fin du monde va arriver et que tous les gens qui sont insouciants, en train de regarder la télé, appeler des réparateurs pour s'occuper de tout, vivre dans une maison high-tech, etc., que tous ces gens-là seront en PLS quand il n'y aura plus d'électricité, si on doit tous revenir un peu à la guerre de tous contre tous. C'est une philosophie que je peux comprendre maintenant, surtout vu dans le monde dans lequel on vit. Du coup, justement, j'ai pas trop de mal à avoir de l'empathie pour ces persos-là. Après, encore une fois, il y a un juste milieu. On peut très bien avoir un bunker et être encore à peu près sympa, ne pas violer sa fille. Pour moi, c'est pas un livre qui critique en soi le survivalisme, mais je pense que ça montre ce que ça fait aussi d'être enfermé sur soi-même à l'extrême avec très peu de personnes. Parce que là, on a un espèce de huis clos entre guillemets, parce que les gens peuvent sortir, mais ils sont enfermés entre eux, dans leur tête et non pas dans leur vie, entre le grand-père, le père et la fille. Et en fait, le père, il a des traumatismes avec son propre père. Il se venge un peu sur sa fille sans en être conscient. Enfin, il en est peut-être un peu conscient, mais en tout cas sans le vouloir et en regrettant ce qu'il fait. Et du coup, voilà, on a une espèce de cercle vicieux de trucs relationnels, de rapports relationnels entre ces trois persos qui est super intéressant. Et ouais, ça fonctionne vraiment comme un huis clos, mais c'est très important de comprendre et de penser, et ça fait partie du concept que ce soit un huis clos, non pas parce que les gens sont enfermés par une contrainte extérieure, mais parce qu'en eux-mêmes, ils sont justement fermés sur eux-mêmes en fait. Comme justement les gens d'extrême droite qui rejettent tous ceux qui sont différents. Ben là, le père, il l'a élevé dans la haine de tout le reste du monde en lui disant ces gens-là, c'est tous des cons, etc. Leur manière de vivre, c'est pas la bonne, et moi, je t'enseigne la vérité, et tous les autres, en fait, il faut que tu te méfies de tous, parce que voilà, c'est tous des pervers, c'est tous des gens dangereux, ou c'est tous des inutiles. La plupart des filles, ils les prennent pour des débiles, et la plupart des mecs, ils les prennent pour des dangers potentiels. Leur vision, elle est extrêmement binaire, c'est clairement eux contre tout le reste du monde, et c'est ça qui fait qu'on finit en huis clos, et avec tous les passages à la folie, etc., qu'implique le fait d'être enfermé avec très peu de personnes, être enfermée aussi en soi. Et d'ailleurs, Turtle, elle pense souvent à s'enfuir, et elle se dit qu'elle ne peut pas, parce que son père l'aime, parce qu'il la poursuivrait, parce qu'il lui ferait du mal s'il la retrouverait, parce que ça lui ferait trop de mal à lui. Un truc assez paradoxal, encore une fois, entre son amour pour lui et le fait qu'elle n'a pas le choix, et la peur, et une espèce de truc un peu pervers, quoi. C'est super intense, c'est super intéressant, c'est super profond, franchement, je suis par terre avec ce livre. Déroulement de l'intrigue, j'allais presque dire que c'est un crescendo, mais pas vraiment, parce que, fin de compte, Turtle, elle subit un peu ce qui arrive. Il y a des bouleversements qui vont arriver. Je pense que je peux vous le dire jusqu'à un certain point, parce que ça met du suspense. En fait, comme je vous disais, il y a la tension, déjà, l'école qui lui dit il faut que tu travailles, son père qui lui dit ouais il faut que tu travailles, mais bon de toute façon tout ça c'est un peu de la merde, et elle aimerait un peu être ouverte sur le reste du monde, découvrir d'autres gens, ne pas avoir à haïr tout le monde, même si elle se le formule pas comme ça. Elle a beaucoup moins de tendances autodestructrices et fermées, etc., que son père, mais bon lui il l'élève comme ça, elle peut pas trop faire autrement, et en fait elle va s'enfuir à un moment et rencontrer deux garçons qui campent un peu dans la forêt, etc., mais qui sont perdus. Au début, elle les pointe avec son flingue, elle se dit ils sont peut-être dangereux, je vais peut-être devoir les tuer. Après, elle se rend compte qu'ils sont pas dangereux, donc elle se dit je vais les aider, je vais les protéger. Donc elle braque un autre mec qui croise un moment en se disant peut-être qu'il va leur faire du mal, parce qu'elle, dans sa vision du monde, tout le monde est dangereux, comme je vous disais, et ça se voit très bien à ce moment-là. Du coup, elle va continuer de les suivre, et finalement, elle va leur parler, parce que ils sont complètement perdus, et elle se rend compte qu'elle sera clairement utile pour leur groupe. Donc elle les rejoint, et elle est un peu en kiff sur un des deux gars. Et les deux gars sont deux potes qui sont extrêmement drôles et extrêmement rafraîchissants par rapport à l'atmosphère hyper lourde qu'il y a chez elle. Donc elle s'attache à eux, évidemment, et ensuite elle est ramenée chez elle par la mère d'un des deux gars. Et en fait, évidemment, son père ne va pas du tout supporter qu'elle fréquente des gens. Et elle va garder le t-shirt du gars sur qui elle est en kiff, et évidemment... son père va le trouver, et ça va créer des problèmes, donc ça va potentiellement partir en couille à la suite de ça. Voilà un peu comment ça démarre l'enchaînement, on va dire, des événements, quoi. La fin, j'y reviendrai.
les personnages, donc on est du point de vue de Turtle et c'est elle qu'on voit le plus, mais la psychologie du père, donc Martin, elle est super intéressante aussi. Ce gars est absolument horrible, mais il est aussi très intéressant. Je pense que je vous dirai en spoil des exemples de trucs qu'il dit ou qu'il fait, mais en gros le gars, il arrête pas de lire des philosophes, et quand il parle, il fait des pavés à chaque fois de choses extrêmement complexes, extrêmement profondes, donc on se rend compte que c'est un mec intelligent, mais comme je vous disais, il déteste tout le monde. En fait, il a pas d'empathie, ce gars, c'est clairement un psychopathe. Je pense pas qu'il soit autiste, mais c'est clairement un psychopathe. Et il y a des situations où ça se verra extrêmement bien qu'il a pas d'empathie. C'est très effrayant, déconcertant et terrible, et justement c'est beau d'une certaine manière, parce que c'est beau comme c'est terrible justement comment il est présenté, parce que on espère de lui à travers Turtle qu'il aura justement de l'empathie, parce que lui il arrête pas de dire qu'il l'aime, et ça a l'air complètement vrai, hein, et on peut très bien ne pas avoir d'empathie et aimer, hein, je vous le dis. Quand je parle d'empathie, c'est peut-être plus la sympathie, c'est les choses immédiates entre guillemets. Voir quelqu'un souffrir, ça le dérange pas du tout, vraiment il s'en fout, mais totalement, hein. Pour lui ça n'a aucun intérêt, enfin aucune conséquence. Je pense que je vais vous le dire parce que pour moi ça représente tellement bien le perso. Il y a un moment, je vous dis pas qui, il y a quelqu'un qui souffre devant lui, qui gueule, et lui il fait oui mais de toute façon il suffit de penser au solipsisme de Descartes. En fait on sait même pas si les autres existent réellement, c'est peut-être juste des objets qui font du bruit, qui bougent. On sait pas du tout s'ils ont une conscience comme nous. Après tout ça c'est que décrit, c'est rien, il y a rien qui nous prouve que c'est réellement en train d'arriver ou que c'est réellement une vraie personne qui est derrière. Et là tu te dis mec, t'es vraiment en train de me dire ça alors que je suis en train de regarder quelqu'un agoniser. Enfin à la fois on se dit mais c'est génial, et en même temps on se dit mais non. Et il dit ça comme si ça allait de soi, et lui, ça a l'air de lui venir simplement. Et là, on comprend vraiment le type de personne que c'est. C'est un gars qui, justement, peut aller très loin pour se voiler la face, pour faire l'autruche. Et il est aussi extrêmement autodestructeur, parce que au début de l'histoire, il y a donc le grand-père de Turtle qui va lui donner son couteau parce qu'il voit qu'elle prend soin de son flingue, et du coup, il lui dit « Ah bah t'es pas comme ton père, parce que lui, il prend pas soin des choses. » Et donc, il lui confie son couteau, et dès qu'elle arrive chez elle et que le père voit qu'elle a un couteau qui appartient à son père à lui, il est jaloux, parce que très clairement, lui, il a souffert de pas être aimé par son père, et donc voir qu'il est gentil avec sa fille, ça le rend jaloux. Et donc il prend le couteau, il fait ah tiens, ton grand-père, je me souviens qu'il avait l'habitude de le balancer contre les murs à longueur de journée quand il était jeune. Et évidemment Turtle, elle le croit pas, elle lui fait non parce que c'est un objet plutôt joli. Je me souviens plus quelle matière ils disent que c'est, mais c'est un truc, c'est pas fait pour être balancé et ça va clairement s'abîmer si ça l'est. Je sais plus si c'est en céramique, je crois que c'est ça. Turtle, elle lui fait mais non, c'est pas vrai. Et il lui fait mais si, regarde, je vais te le prouver. Il faisait comme ça et tout. Il le prend, il le balance. Évidemment, le couteau s'abîme. Il y a une grosse marque dessus. Donc elle est dégoûtée. Et après, il lui fait c'est bon, c'est qu'un objet matériel, etc. Tu vas pas faire du cinéma pour ça. Sur le coup, elle est un peu blasée, elle peut pas s'empêcher de le montrer. Puis après, elle fait non, ok, c'est bon, elle le rempoche. Et lui, il fait non, mais le reprends pas, je vois bien que ça te saoule. Tu me pardonnes pas ça, donc attends, moi je vais pas te laisser comme ça. Je vois bien que ça t'emmerde, fais pas semblant que ça t'emmerde pas. Je vais le prendre et je vais le réparer. Et donc, il va sur sa. Je sais plus si c'est la ponceuse ou quoi, moi je suis pas du tout une spécialiste des outils, hein. Ça se verra très vite. En tout cas il y va et il prend le couteau pour l'aiguiser, et évidemment aiguiser un couteau en cette matière où je vous disais déjà que c'était fragile, il le nique complètement. Et après quand il lui rend le couteau, il est tout pété, et elle fait encore une fois un peu la gueule, mais elle dit rien parce que bon, avec un père comme le sien, si elle dit quelque chose ça peut tout à fait péter et elle peut le payer très cher. Donc elle le reprend encore une fois, puis elle se dit de toute façon au pire s'il se rend compte que je tiens à l'objet il va encore plus se défoncer. Donc elle dit rien, et il fait oui t'as pas l'air contente, tu comprends rien, le truc était tout lisse, mais les couteaux tout lisses c'est pour couper juste en enfonçant genre dans un steak, mais c'est pas comme ça qu'on tue des gens en réalité avec un couteau. Si on veut vraiment couper c'est avec les petits crans bien tranchants, etc. C'est comme ça qu'on fait des vrais dégâts. Si t'es un vrai ennemi, je croyais que le couteau était censé te défendre, je croyais pas que c'était toi qui étais censé le défendre, donc il est beaucoup plus efficace comme ça. Tu me remercieras si à un moment t'as à t'en servir dans une vraie situation. Et donc, ce qu'on veut c'est des objets pratiques, les objets décoratifs ça sert à rien. Et en fait elle est en mode mais ouais mais j'entends ce que tu me dis, mais mon grand-père m'a offert un objet, je voulais juste en prendre soin, et lui il attachait de l'importance au fait que ce soit beau, donc je voulais que l'objet reste beau comme il était dans l'état où il me l'a passé. Et en gros pour elle c'était un cadeau de son grand-père avant d'être un couteau censé la défendre quoi. Et en fait il l'a clairement détruit parce qu'il supportait pas qu'elle ait un cadeau de son grand-père et qu'il voulait détruire la relation entre eux quoi. Et ce gars est tout le temps comme ça en fait, il détruit tout ce qu'il a entre les mains, il le détruit, et après il
pleurniche sur lui-même en disant je comprends pas pourquoi j'ai une vie de merde, je rate les choses, je suis désolée. Et ça, justement, Turtle, ça la dégoûte aussi de voir qu'il pleurniche sur lui-même, et elle se dit qu'elle sera meilleure que lui. Et on voit en ça qu'elle lui ressemble, parce que lui, il était persuadé qu'il serait meilleur que son père, et voilà, maintenant il est dégoûté. Donc on voit très bien le cercle vicieux, je vous dis, c'est super bien fait, et du coup les deux persos sont très intéressants, le grand-père aussi, parce qu'on comprend que ça a été un gros bâtard avec son fils quand il était jeune, et on comprend qu'il essaye de s'améliorer maintenant, et en fait que tout ça aussi c'est assez tragique quoi, le fait que qu'il essaye de faire mieux mais que c'est pas facile et que son fils essaye de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il est jaloux. Et vraiment les trois persos sont super cool, et je vous disais Jacob et Brett, les deux gars que Turtle va rencontrer et où elle va être en kiff sur Jacob du coup, les deux mais ils sont super drôles. Jacob il est tout le temps aussi en train de faire des grosses tirades, donc un peu comme son père, sauf que lui c'est pas pour excuser de s'en foutre de la souffrance des gens, lui c'est vraiment pour dédramatiser, pour dire des conneries, mais ce qui est marrant c'est ça, c'est qu'il y a un petit point commun avec son père, le côté intelligent, subtil, lui aussi qui lit des philosophes, mais lui il est pas du tout malveillant, et d'ailleurs il est plus doué que la moyenne des gens du monde extérieur au monde de Turtle du coup, pour faire utiliser des outils. À un moment, elle lui montre comment faire des nœuds pour faire leur tente et tout, et il arrive à l'imiter facilement. Donc elle se dit qu'il est doué, etc. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle le respecte. Et c'est cool parce qu'en gros, il a que les côtés positifs de son père sans les côtés négatifs. Et ça fait un bon compromis entre ce qu'elle a vécu avant et le monde extérieur. Donc on peut totalement comprendre pourquoi elle est en kiff sur lui. Et franchement, ce personnage, il est génial. Il est vraiment drôle. Il y a des moments, ce livre, il m'a vraiment fait pleurer, etc. Et il y a d'autres moments où il me faisait rire alors que j'avais encore un peu les larmes aux yeux avec ce perso qui dit des énormes conneries dans des situations dangereuses, délicates. Les persos sont absolument géniaux, et il n'y a pas que les persos, mais c'est une très grande qualité. Il n'y a que des qualités ce livre. L'apparence, alors Turtle, elle se trouve moche, mais elle a pas l'air de l'être réellement. Elle est blonde aux yeux bleus, elle a vraiment des grands yeux bleus qui ont l'air vraiment d'impressionner les gens, surtout comme elle a l'air vachement froide, et en fait elle agit lentement mais efficacement, et elle parle très peu. Donc elle a vraiment un côté personnage taciturne et classe. J'adore cette fille, franchement. Je pense que... Je sais pas si c'est mon perso féminin préféré que j'ai lu toute ma vie, ou en tout cas, c'est sûr qu'elle est dans le top 5. Je la trouve vraiment super classe et super intéressante, super profonde et tout. Enfin, elle est géniale. Et son père aussi, on sait aussi qu'il est beau. Lui aussi, il a l'air d'être blond aux yeux bleus, d'être un peu en mode beau gosse, etc. Je jurerais pas qu'il est blond, mais en tout cas... c'est sûr que c'est un beau gosse, il y a plusieurs persos qui le disent. Il y a un juste milieu, parce que je crois pas qu'il soit si baraqué que ça, mais en même temps, c'est quand même un mec, justement, vu qu'il est en mode survivaliste et qu'il s'entraîne à tirer, c'est quand même un mec qui a l'habitude de faire des trucs physiques. Mais j'ai pas le souvenir qu'il soit si baraqué que ça dans l'apparence spontanée, quoi. Il y a d'autres persos, il y a une fille, je me souviens plus son nom, mais qui est dans le bus avec Turtle et qu'elle méprise particulièrement, d'où on nous dit que c'est une blonde aussi, aux cheveux longs, qui se met du parfum, de l'huile dans les cheveux. Elle déteste ce genre de gens superficiels, mais voilà, il y a une problématique par rapport à elle. Sa prof va lui dire, ouais, tu pourrais peut-être la défendre parce qu'en gros, elle est nouvelle et tout le monde se fout de sa gueule. Et en fait, Turtle, elle va pas la défendre, elle va la défoncer. Elle va lui dire, la traiter de sang en sucre, et du coup, tout le monde vont reprendre sa remarque. Parce que la prof, elle lui a dit, en gros, toi, t'es solitaire, t'as pas d'amis, mais les gens te respectent et personne se fout de ta gueule, donc peut-être tu pourrais l'aider, vu qu'elle, elle est seule. Et bon, bah... Voilà, elle l'a pas fait. Et elle-même, elle s'est dégoûtée quand elle a fait ça, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle imitait son père, en fait. Mais elle l'a fait de manière spontanée et instinctive, ce qui est assez logique quand on est élevé comme ça. Et donc, elle va clairement devoir lutter dans sa vie pour éviter de devenir comme son père et se comporter comme une grosse conne. Et évidemment, c'est super intéressant. Donc, personnalité, je vous disais, voilà, c'est génial. Et évolution, bah oui, parce que Turtle, je vous disais, hein, elle veut pas être comme son père. Très clairement, elle a tendance à l'être de manière spontanée, ce qui est logique. Ça va être vraiment une lutte pour essayer d'exister indépendamment de lui, découvrir qui elle est par elle-même, et c'est vraiment super intéressant. Et là, c'est une vraie évolution qui fait vraiment mal à voir, et où on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais elle, en plus, elle lutte. Et c'est ça, moi, les gens que je préfère, c'est les gens qui luttent par fierté, entre guillemets, pas justement parce qu'ils ont d'espoir, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes en se disant que ça va bien se passer. Elle a l'air d'être consciente que les choses vont mal se passer, mais de se dire juste qu'elle veut être le genre de personne qui luttera jusqu'au bout, quoi. Très clairement, elle est super classe. L'univers des lieux et créatures, alors c'est notre monde, mais comme je vous disais, la nature est super bien décrite. Vraiment, on a le détail des animaux, des insectes, des plantes, et des champignons et tout, avec à la fois la description physique, les noms des espèces, plein de détails. On se perd un peu dedans. Au début, j'avais eu un petit peu de mal justement à rentrer dans l'histoire, mais c'était vraiment au tout début, hein, parce que je trouvais que les phrases étaient trop longues et qu'il y avait beaucoup de descriptions.
Mais en fait, après, c'est un livre où on visualise tout extrêmement bien. Et ça m'a aussi rappelé justement mon enfance, le fait d'être autant passionnée par les plantes, les insectes, etc. Parce que moi, j'étais passionnée par les insectes quand j'étais enfant. Toute l'observation du monde animal, mais petit, quoi. Il y a beaucoup de beauté là-dedans. Et comme je vous dis, c'est une beauté un peu répugnante, un peu fascination-répulsion, quoi. Super original, j'ai pas lu ça ailleurs. Et ça reflète la manière de penser, justement, de Turtle, qui a toujours vécu dans un environnement où, justement, là où les autres gens développent les rapports sociaux et compagnie, la seule chose qu'elle avait, c'était ça, c'était l'observation de ce qui l'entourait, et donc elle observe extrêmement dans le détail. Il y a un moment où elle nous dit que son grand-père lui a toujours dit ça sert à rien de nommer les choses, les mots c'est appauvrissant, si tu me dis ça c'est quoi, décris-moi à quoi ça ressemble, et au final c'est ça qui compte. C'est de décrire les détails de chaque chose qu'on perçoit et de les décrire avec nos propres mots, nos propres impressions. Il faut pas appauvrir notre ressenti avec des mots, même si évidemment, moi je pense que les mots c'est utile et je pense qu'elle aussi au final les mots elle les a quand même pris. Hein, mais de base le plus important c'est vraiment justement de se perdre dans les détails et de pas perdre cette fascination pour les choses qu'on découvre, quoi. Donc ça aussi c'est extrêmement beau. Logique et cohésion, j'ai vu aucune erreur, mais le livre il essayait vraiment pas de partir dans quelque chose de complexe sur le plan logique. C'est vraiment émotionnel. La logique émotionnelle elle est parfaite, hein, j'ai envie de vous dire. Mystère et découverte, il y en a plein parce que il y a le suspense où on veut savoir ce qui va se passer, et puis observer le monde à travers les yeux de Turtle c'est extrêmement fascinant. Donc j'ai envie de vous dire qu'on s'ennuie pas du tout. Faut juste, comme je vous dis, rentrer dedans au début parce que voilà, faut accepter les phrases longues et les descriptions un peu tarabiscotées. L'écriture, voilà, juste le problème des phrases trop longues et des putains de descriptions, mais une fois qu'on a accepté ça, qu'on rentre dedans, et c'est parfait en fait. Ce mec, il est d'une subtilité énorme pour dire les choses où on a l'impression justement de les ressentir d'un point de vue interne et pas juste de se dire ah bah oui c'est ça. Parce que dans le livre, il y a jamais des mots comme inceste, pédophilie. Ça parle pas explicitement des choses, mais on les vit et on les ressent. Et on ressent l'impuissance de Turtle à la fois à sortir de ça et même à vouloir s'en sortir. Parce qu'on ressent vraiment le côté où il y a des moments où elle pense vas-y, justement, détruis-moi, détruis tout ce que je possède. Parce que ça a toujours été comme ça et je pense que c'est tellement terrible de vivre dans la peur que ça arrive qu'il y a une espèce de réconfort à l'idée que ça arrive. Et puis aussi, ça nous enlève notre responsabilité de se dire c'est à moi d'essayer de m'en sortir, etc. Tu te dis je peux pas. C'est un peu un soulagement. Donc je pense que voilà, il y a une espèce de truc pervers, mais quand elle pense ça, c'est terrible, c'est extrêmement fort, et justement, c'est génial la manière dont c'est écrit, où on a vraiment l'impression de comprendre ce qu'elle ressent, et moi j'avais déjà l'impression que c'était quelque chose que je pouvais comprendre originellement, mais c'est pour ça aussi que ça m'a autant ému de le lire, parce que c'était super bien décrit, et même des gens qui l'ont pas ressenti, j'ai l'espoir qu'ils puissent le comprendre à travers ça, parce qu'il a vraiment bien mis les mots dessus, quoi. Donc poésie et contemplation, il y en a plein, vraiment... À chaque fois que Turtle est dans le monde extérieur, et même chez elle d'ailleurs, comme je vous disais, chez elle il y a des araignées, des champignons et tout, mais elle arrive à voir une beauté là-dedans, et on la voit aussi en fait. Et il y a des moments qui sont horribles émotionnellement, mais même quand ils sont horribles émotionnellement, il y a toujours de la poésie dans la manière dont c'est décrit. C'était quelque chose. Suspense et action, il y en a quand même, et d'ailleurs, il y a des scènes d'action, il y en a surtout une finale. Elle est super bien décrite et je vous avais dit oui, les trucs avec les armes à feu chez Stephen King, j'accroche pas. Alors là, j'ai super bien accroché, j'ai vraiment visualisé la scène, ressenti la scène. Il y a peut-être un ou deux moments où j'ai eu des trucs un peu d'irréalité, de me dire attends quoi, mais c'était super bien décrit. Enfin, c'était pas juste machin tire sur truc est par terre et puis pouf, il y a du sang et attends, c'était qui déjà ? Non, là, il y avait plein de persos, mais... Les persos importants étaient au cœur de l'action, on se demandait ce qu'ils allaient faire. Non, c'était juste super bien décrit, que ce soit l'action ou la poésie, les deux l'étaient et à leur manière, parce que Turtle, elle est quand même capable d'aller à l'essentiel dans les moments d'urgence où il faut être dans l'action. Justement, c'est plutôt une personne concrète, donc quand elle est dans la contemplation, on a plein de détails et des phrases très longues et tout. Quand on est dans l'action, on le ressent aussi très bien, le côté urgence. Et il y a aussi le côté où on décrit très bien la souffrance physique des persos et on la visualise très bien. Franchement, il y a tout dans ce livre. Les dialogues, ils sont bien aussi. Je vous disais, Turtle, elle est pas douée pour parler. Elle parle très peu. Et du coup, on ressent énormément justement que c'est quelqu'un qui pense beaucoup, mais qui dit juste les choses vraiment essentielles, qui parle que quand c'est vraiment obligé. Et ça la rend aussi très charismatique, je trouve. D'autant qu'on est de son point de vue. Si on n'était pas de son point de vue, je pense qu'elle serait quand même super classe. Mais je pense que c'est un perso que j'aurais quand même moins aimé, on en aurait moins profité si on n'était pas de son point de vue, parce que vu le peu qu'elle parle, justement,
Je veux dire, imaginez qu'on ait écrit la première loi du point de vue du silencieux, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses. Je sais pas si lui était aussi poétique dans sa tête. En tout cas, Turtle, clairement, sa manière de s'exprimer, elle est extrêmement particulière. Elle parle très peu, elle répond à très peu de choses, elle réagit à très peu de choses, et quand elle le fait, c'est jamais anodin. Ouais, on ressent extrêmement la différence entre les persos. Comme je vous disais, Jacob et Martine, ils ont en commun de faire des grosses tirades avec des références philosophiques, ce genre de trucs. Par contre, Jacob, il le fait de manière humoristique et en faisant toujours un peu du second degré, etc., en ayant conscience qu'il a l'air ridicule en fait en parlant tout le temps, alors que Martine, il se prend super au sérieux et il se sert de la philosophie plus pour faire l'autruche qu'autre chose. Alors bon, on peut dire que Jacob, il s'en sert aussi pour faire l'autruche, mais il s'en sert pour se rassurer et rassurer les autres, et il cache pas que c'est pour ça, alors que Martine, clairement, il veut se croire intelligent, il veut se croire génial, et si jamais il s'en rend compte, il va se dire je suis une merde, ça va lui durer 5 minutes, et puis après, il va se remettre à redevenir un connard. Donc ils sont pas pareils, même s'ils ont tous les deux le même genre de manière de parler, mais en même temps, c'est pas illogique qu'ils aient le même genre de manière de parler, vu que justement... Martine, c'est un espèce d'autodidacte qui s'est mis à fond dans les études pour se différencier de son père, qui était un mec vachement bourrin, qui était dans l'armée. On ressent aussi énormément bien qu'il a ce côté à la fois intelligent mais autodidacte, et du coup le côté très complotiste, le mec qui est très fier de penser par lui-même et qui considère que tous les autres sont des connards malveillants, qui est très intelligent et qui pense des trucs très intéressants sur beaucoup de sujets, mais qui sur certaines choses pense des énormes conneries et qui voudra jamais entendre l'avis des autres. Ça ne l'intéresse pas. Il pense vraiment que ce qu'il a pensé par lui-même et il va jamais tenir compte de ce qu'on lui dit à côté. Donc ouais, franchement, on ressent extrêmement bien les différences entre les persos. Ils ont des différences de manière de parler. Enfin, par rapport à leur personnalité et tout, on ressent même dans leur manière de parler. Donc même sur ce plan-là, c'est super bien fait. Du coup, crédibilité à réalisme totalement. Les adultes parlent pas comme les enfants. Les enfants sont pas tous pareils. Il y a que Jacob qui parle comme un dictionnaire, un livre, un truc extrêmement... sophistiqué. Brett, il l'est quand même moins, même si évidemment, vu que c'est son meilleur pote, il a quand même l'air de le comprendre et de répondre un peu sur le même registre, mais il est beaucoup plus à faire des petites réponses ironiques et c'est pas trop lui qui fait des grosses tirades. Ou alors quand il en fait, c'est des tirades plus comiques et plus simplistes et pas autant dans les délires philosophiques. La fille que je vous disais qui était à fond sur son apparence, etc., elle était beaucoup moins dans la subtilité, etc., dans ses dialogues, sans être débile pour autant, hein, mais voilà, elle était pas dans ce délire-là, donc vraiment, je pense que voilà, on me sort une tirade du livre, enfin une phrase assez longue, quoi, forcément, si vous mettez un ouais ou quoi, je vais pas savoir, mais vous mettez une tirade du livre, on peut facilement, je pense, deviner de quel perso elle est, donc c'est super... significatif aussi sur ce plan-là. Et originalité côté marquant. Peut-être pas jusqu'au dialogue, à part évidemment, comme je vous disais, Turtle, elle est super classe. Mais est-ce que c'est sa manière de parler ? Je pense que c'est plus sa manière d'être, mais ça se ressent dans sa manière de parler, mais c'est plus global. Donc précisément la manière de parler. Oh, le perso qui est le plus classe sur sa manière de parler, je dirais que c'est Jacob en premier et Martine en deuxième. Martine en tant que psychopathe. Vous faire une disserte sur le solipsisme quand vous voyez quelqu'un agoniser, je le retiendrai ça. Je m'y attendais pas, j'avoue, je pensais pas un jour dans ma vie croiser quelqu'un qui dirait un truc pareil. Jacob, j'ai pas de truc précis en tête, mais comme je vous disais, il m'a fait éclater de rire à plusieurs moments. Donc ça, c'est quand même un bon talent dans le dialogue, dans les répliques. Même le côté marquant, il est là. Et donc en note globale, j'ai mis 10 sur 10 et c'est la première fois que je mets un 10 sur 10 sur un livre qu'on m'a conseillé. J'en suis très heureuse, merci encore Alcyon, franchement c'est génial. Ce livre il entre sans souci dans mes livres préférés. J'ai ressenti justement des trucs assez similaires à quand j'ai lu Les Témeurs jeunes, sur le côté où à un moment je me suis arrêtée pour pleurer et tout. J'ai pas pleuré aussi longtemps, mais quand même. Et puis j'ai été écrire aussi, j'ai fait une pause pour aller écrire aussi parce que je me sentais surchargée à un moment, donc voilà. Je le relirai avec plaisir, je pense que je pourrais le relire plein de fois sans jamais m'en lasser. Je le conseille à tous les gens qui ont rien contre le fait de lire des histoires avec des incestes, des viols. Je précise des deux parce que bon, on peut être consentant pour un inceste. Ouais, franchement, la maltraitance infantile, etc. Bon, évidemment, si vous supportez pas ces thèmes-là, ne venez pas. Aussi, si vous avez une énorme arachnophobie ou insectophobie, ou voilà, si vous avez un problème avec les choses sales, ça va peut-être vous poser un léger problème, mais sinon, franchement, lisez-le, il est génial, quoi. Si vous êtes un tant soit peu intéressé par la psychologie et de ce livre, il est juste complètement ouf. Donc lisez-le, et sur ce, je vais quand même un peu spoiler au cas où, même si je vous dis de le lire, donc si vous voulez le lire, n'écoutez pas mon spoil, sauf si vous en foutez complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe ?
Martine va apprendre donc que Turtle est amoureuse de Jacob. Jacob, accessoirement, est venu chez elle pour la voir et c'est Martine qui l'a accueilli, donc il lui a dit de repartir et il a défoncé Turtle après ça avec une barre de fer. Voilà. Le lendemain, elle voit son grand-père. Son grand-père voit qu'elle s'est fait défoncer par une barre de fer. Je sais plus si c'était le lendemain ou quelques jours après. Mais en tout cas, elle avait encore clairement les ecchymoses. Et donc il lui dit non mais c'est pas normal, je vais venir dîner ce soir avec vous pour parler à ton père. Il lui dit pas clairement que c'est pour ça, mais il lui dit je vais dîner ce soir à la maison et Turtle nous dit, de son point de vue, elle dit que d'habitude il vient jamais. Donc on comprend très clairement que c'est pour ça. Parce qu'en plus c'est après avoir vu les blessures qu'il a dit ça. Et en fait quand il vient là-bas, justement son père a fait plein de trucs à bouffer. Là c'est pareil, les trucs à bouffer, c'est des moules, un crabe qui cuit vivant, où on nous décrit qu'on entend ses pattes dans le four, extrêmement précis, extrêmement détaillé sur le côté où tu sens que tu vas manger des choses vivantes et qui sont en train de crever, d'agoniser et de souffrir. Ils vont manger aussi la moelle des os d'animaux qu'ils ont dû tuer avant, je sais pas. Donc il coupe les os, il les fait griller, on nous décrit vraiment la graisse, etc. Puis lui, comment après il dit allez vas-y tu veux pas un petit peu de moelle, tu veux pas un petit peu de graisse. Honnêtement moi j'ai jamais mangé de graisse de moelle, et rien que d'entendre parler ça me répugne quoi. Donc bon après moi je mange plus de viande, etc. Donc forcément, mais vous me direz si vous êtes pas végétarien ce que ça vous a fait comme effet d'entendre parler justement du crabe vivant qui se déplace dans le four, de tout ce genre de trucs, le détail sur les os, etc. Mais même le fait de tuer, de parler de ce qu'on tue bien dans le détail avant de le manger. Il y a quand même un truc avec ça. Moi je me suis dit je suis bien contente de pas manger de viande ou de poisson dans ces moments-là. Turtle, elle arrête aussi pas de gober des œufs. Moi, c'est vrai que je l'ai fait par le passé, donc c'est la seule chose sur laquelle je peux à peu près la comprendre. Maintenant, je peux plus, parce que je peux plus manger le blanc des œufs, mais avant, ça m'était arrivé. Je sais pas, il y a des gens qui sont choqués par ça, le fait de manger des œufs crus en mode je fais un trou dedans et pouf, j'aspire le contenu. Moi, je l'ai fait et je trouvais ça bon. Donc bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, enfin, on va peut-être pas partir là-dedans, mais il y a des gens qui disent que c'est bien, genre pour les sportifs ou je sais pas quoi, et j'ai cru comprendre que c'était des conneries, et qu'en faisant ça, on pouvait avoir certaines maladies, mais bon, normalement, avec les œufs du commerce, etc., normalement, on devrait pas trop les avoir, mais bon. Faites comme vous voulez. En tout cas, moi, je trouve ça cool, ça. Enfin, je trouvais ça cool. Maintenant, pour le reste, jamais je me verrais manger ni la moelle des os, ni un crabe. Tout ça, ça m'a vraiment dégoûté. En tout cas, le grand-père vient, il veut pas manger. Le père insiste pendant 10 plombes en lui disant « Mais tu veux pas un petit peu de moelle? Tu veux pas prendre un petit toast? Tu veux pas quand même goûter un peu les moules, le crabe, machin ?» Bon, il veut pas, et il lui dit il faut vraiment qu'on parle. Il arrive pas clairement à dire ce qu'il veut dire. Je crois qu'il dit rien de clair. Je me rappelle plus exactement de la conversation, mais il dit des choses pas très claires. Il lui dit oui, si on m'avait dit que moi un jour, mon propre fils et machin, mais il dit pas trop. Et à un moment, je crois quand même qu'il fait référence au fait qu'il l'a maltraité, sans dire vraiment qu'il l'a frappé. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il dit c'est pas des façons d'élever une enfant. Et Martine monte directement sur ses grands chevaux en disant comment ça, tu vas pas me dire comment je dois élever ma fille? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est n'importe quoi. Il s'énerve. Et le grand-père voudrait répondre, mais il n'y arrive pas et il commence à avoir des tics, à avoir son œil qui se ferme, qui a l'air un peu ensanglanté, son visage qui se fige, etc. Et on comprend très clairement qu'il est en train de faire un AVC. Et c'est sûrement en partie parce que justement il se sentait extrêmement mal par rapport à ce qu'il était en train de vivre. Et il finit par tomber par terre et d'ailleurs c'est extrêmement horrible cette scène parce que il essaye de dire des choses et il n'y arrive pas et à chaque fois il fait bon tant pis. Il fait non mais c'est bon tant pis. Puis après il recommence à essayer de parler et sur le moment le père dit à Turtle appelle les secours. Elle appelle mais elle dit j'appelle pourquoi et ils savent pas lui répondre et au téléphone ils lui disent mais vous appelez pourquoi, etc. Donc et il y a son grand-père qui agonise par terre et son père qui commence à lui répéter en boucle mais qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qu'il y a, alors que l'autre il agonise. Et encore une fois on se rend compte du décalage qu'il y a entre on se rend compte à quel point le gars n'a pas d'empathie. Son père est clairement en train de crever devant lui. Et lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que tu veux dire, comme si le gars avait un message, entre guillemets, secret à son intention qui allait sortir à ce moment-là. Il est vraiment là-dedans. On sent qu'il est dans un délire narcissique de dire toute ma vie tu m'as maltraité et là t'avais l'air d'être sur le point de me faire la révélation du pourquoi. Non mais le gars il était juste en train de crever. Tu pourrais juste... Si tu priorisais le fait de le sauver, tu pourrais peut-être lui demander plus tard en fait. Mais non, le gars, il répond pas du coup à Turtle qui est en mode j'appelle les secours, qu'est-ce qu'il faut dire? Il est en boucle en train de secouer son père et de lui dire mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi le mot, vas-y parle. T'es tellement narcissique, t'es tellement pas dans la réalité, c'est assez horrible de voir ça. Et donc le grand-père meurt
Turtle a évidemment un putain de sentiment d'irréalité parce que quand c'est la première personne de ta famille qui meurt et quand t'es ado, que t'as pas encore vécu ça avant, et puis juste avant il allait bien et tout, donc ouais, elle est complètement choquée. Les urgences l'emmènent, il est pas encore mort mais il meurt sur le trajet. Et les jours suivants, il récupère la chienne et la chienne se laisse mourir aussi parce que... Oui, c'est ça aussi, il y a Martine qui brûle la maison de son père, un petit peu théâtral le gars, encore une fois, il pouvait pas juste ne plus y aller ou... Voilà, le gars il fait exploser la maison. Donc encore une fois, le gars qui fait les choses extrêmes mais qui les fait mal, il veut désespérément foutre le feu, il veut lancer son briquet dans l'essence, mais son briquet s'éteint à mi-chemin, ça s'allume pas. Du coup, il récupère son briquet, Turtle lui dit je te conseille de pas le réutiliser. J'espère quand même qu'il l'aurait pas fait sinon, mais on peut se demander, vu comment il a l'air des fois... imprudent, perché, etc. Enfin, il a l'air complètement inconscient à des moments, quoi. Du coup, il fait péter des bidons de propane pour que ça explose globalement la maison, mais ils sont encore juste à côté quand ça explose, donc Turtle elle prend super cher au niveau des oreilles, elle entend plus sur le moment, et heureusement ça revient par la suite, mais très clairement... Oui, et puis il y a aussi un projectile qui passe juste au-dessus d'elle et il la pousse à terre pour... qu'elle se le prenne pas, heureusement, mais encore une fois, super idée de faire exploser une maison quand t'es juste devant, qu'est-ce que vous aviez besoin de faire ça, quoi. Donc bon, d'un point de vue émotionnel, je peux comprendre qu'on ait envie de brûler les trucs, mais je pense que le risque n'en vaut pas la chandelle. Là, t'aurais très bien pu tuer ta fille avec tes conneries, bon... Donc ils brûlent la maison, après donc ils emmènent la chienne, et d'ailleurs la chienne lui il l'aurait certainement laissé brûler aussi, c'est Turtle qui l'a sortie de la maison. Et du coup la chienne revient sur le terrain où il y avait la maison cramée, et elle reste là-bas, elle dort là-bas, et elle veut pas manger, donc elle finit par crever. Et à un moment, Turtle se rend compte que Martine a disparu, et elle espère qu'il va revenir, mais il revient pas, et elle se rend compte qu'elle est seule, etc. Donc elle aussi, comme elle tient un petit peu de lui, elle décide de détruire son lit, elle le réduit en morceaux, et je sais plus si elle le brûle, je crois que oui. Elle fout pas le feu, elle fait pas tout exploser parce qu'elle est un petit peu plus soigneuse, mais en tout cas elle détruit ses affaires, elle s'en débarrasse pour se dire, voilà, maintenant il est parti, je suis indépendante, je vais faire ma propre vie, mais en même temps elle est un peu au désespoir, et c'est à ce moment-là que j'étais un peu écroulée, parce que c'est super bien décrit, l'impression que la vie n'a plus de sens en fait, parce que tous ses repères ont disparu, tout avait l'air normal quelques jours avant, et puis soudainement, pouf, son grand-père meurt, et ça fait domino et tout s'écroule. En fait, c'est pareil, c'est comme si elle redécouvrait sa maison, le fait que tout était délabré. Avant, elle le prenait comme c'était parce que c'était pas elle qui gérait, mais comme elle se retrouve toute seule dedans, là, elle se rend compte soudainement que voilà, il y a des champignons partout, il y a des insectes, il y a plein de choses qui marchent plus, il y a plus l'électricité aussi, ça se coupe au bout de quelques jours, et elle se dit mais qu'est-ce qui marche mal, etc. Et elle se rend compte justement que tout est vieux, tout est dégueulasse, etc. Et elle se demande depuis combien de temps c'était dans cet état, est-ce que son père s'en foutait complètement, est-ce qu'il était à ce point irresponsable. Apparemment oui. Il y a vraiment une impression de, justement, de ruine, de délabrement extrêmement déprimant, et où j'ai l'impression d'avoir ressenti ça aussi chez mes grands-parents quand ils sont morts et que j'étais dans la maison vide et tout, donc ça m'a beaucoup fait pleurer, mais voilà. Et ensuite, elle se dit qu'elle va se relever, justement, en allant voir Jacob, parce que maintenant, qu'il n'y a plus son père pour la tabasser, si elle va le voir, elle a bien envie de le voir. Donc elle va le voir, elle s'incruste chez lui, elle passe du temps avec lui et Brett, ils sont heureux, tout va bien. Les parents de Jacob sont en mode complètement baba cool, donc ils en ont rien à foutre qu'elle dorme chez eux. Le père, lui, il a l'air de comprendre que quelque chose ne va pas, et il lui dit, tu sais que tu seras toujours la bienvenue ici, etc. Mais la mère, elle s'en fout juste complètement. Donc elle lui dit, tu viens si tu veux. Elle fait comme s'il y avait aucun problème avec son père et qu'il était à la maison. La mère de Jacob ne se rend compte de rien. Le père a l'air de se douter qu'il y a un truc qui va pas, mais il sait pas ce que c'est et il s'en mêle pas. Donc tout le monde lui fiche la paix et elle peut passer des bonnes vacances. Jusqu'au jour où Jacob vient chez elle, ils partent tous les deux pour pêcher des anguilles. Encore une fois, les anguilles vivantes, on va bien nous décrire comment elles bougent, etc. Donc moi, j'avais pas du tout envie de manger des anguilles. Déjà, en temps normal, j'en ai pas envie, mais... En fait, pendant qu'ils sont en train de pêcher les anguilles, il y a une énorme vague qui les emporte, qui les met sur un îlot, pas de manière délicate, en les défonçant, où ils ont essayé de lutter, etc. Et ils sont sur un îlot, et comme la mer est super forte, s'ils retournent dans l'eau, ils risquent très clairement de crever. Donc ils sont là, ils bougent plus, mais du coup, ils sont coincés, et ils se demandent comment ils vont survivre. Et là, les super pouvoirs de Turtle, qui sait survivre en milieu hostile, vont servir. Elle va essayer de lui dire comment faire du feu. Bon, ça va pas trop marcher, mais ils vont quand même se débrouiller, et au bout d'une nuit, ils vont se rendre compte qu'il y a un passage qui s'ouvre la nuit avec la marée. Encore une fois, grâce aux observations de Turtle, qui voit des crottes de ratons laveurs, qui les renifle et qui les touche, et qui en déduit que ça date d'il y a pas longtemps, et donc qui comprend qu'il y a eu un passage pendant la nuit, et qu'ils vont pouvoir le rechoper la nuit suivante. Donc évidemment, Jacob est super impressionné par ses capacités de survie, et ils vont s'en sortir et pouvoir rentrer chez eux. Et une fois qu'ils en sont sortis, qu'ils rentrent chez eux, il se passe encore quelques temps, et au bout d'un moment, Martine revient,
Ça, je m'y attendais pas du tout. Je sais pas, moi, il était disparu. Je pensais qu'il était parti se suicider, clairement. Vu que, voilà, son père était mort et qu'il avait vraiment l'air d'être un mec qui vivait en mode no futur, en fait. Et donc, il revient avec une petite fille qui s'appelle Cayenne. Et il dit pas d'où elle vient. Il dit juste, elle est là, elle va rester avec nous quelques temps. Turtle est un peu perturbé, mais ok. Et en fait, le soir, au moment où ils vont manger, il dit à Cayenne de tenir une pièce entre ses doigts et à Turtle de tirer sur la pièce. Évidemment, avec des petites menaces et des petits sous-entendus malsains sur Cayenne, tu le fais ou sinon je te refous dehors ou ce genre de truc. Je te ramène à la station-service où je t'ai trouvé. Et Turtle, il a même pas besoin de lui mettre les sous-entendus. Elle sait très bien que si elle fait pas ce qu'il dit, ça va chier pour sa gueule. Donc elle le fait. Au début, elle tire à côté parce que elle se dit que c'est dangereux. D'ailleurs, elle lui dit non mais c'est une arme de gros calibre, il faudrait un plus petit calibre. Lui il fait mais non, ça ira très bien. Avec son côté je m'en foutiste où on sait très bien que c'est même pas je m'en foutiste, c'est un côté autodestructeur, très clairement. Parce qu'elle lui fait la remarque que ça pourrait mal tourner, et lui il est en mode oui, on s'en fout. Pour moi, très clairement, il le comprend, que ça pourrait mal tourner, et il décide de s'en foutre. C'est un gars qui aime bien, en fait, être dans la merde, pas être dans la merde dans le sens galérer, mais il aime bien provoquer des situations dangereuses ou chaotiques. Il se sent exister que là-dedans. Parce que voilà, de toute façon, c'est logique avec son délire de survivalisme. Le gars a envie d'être en détresse pour pouvoir montrer qu'il est le meilleur dans ce genre de situation, et du coup, il provoque les situations de détresse. Donc, il veut absolument le faire, il insiste pour que Turtle continue de tirer, et vraiment, il lâchera pas l'affaire jusqu'à ce qu'elle ait réussi à tirer dans la pièce, et il se fout de sa gueule sur le fait qu'elle a raté volontairement. Il lui dit ouais, t'essayes de prouver quelque chose, mais c'est n'importe quoi. Il la charrie sur ça, il lui fait comprendre qu'elle aura pas le droit de relouper son coup, donc elle se concentre. En plus, il a vanne, il arrive bien à lui défoncer son amour-propre pour qu'elle se dise il faut que je réussisse, sinon je suis une merde. Donc elle se dit qu'elle va le faire, elle se concentre à fond, elle le fait, mais évidemment le flingue était effectivement à trop gros calibre, et donc ça fait péter un doigt à Cayenne, parce que la balle aurait ricoché, mais on sait pas trop, mais bon, de toute façon... C'était tellement débile. Donc après, lui, il est en mode, ouais, mais on pouvait pas le prévoir. Normalement, une gamine, elle tient une pièce, elle la lâche facilement. Donc on tire dans la pièce, elle vole. Je pouvais vraiment pas prévoir qu'il y aurait un rebond. Elle aurait dû la lâcher, c'est de sa faute aussi. Enfin, le gars, voilà, on sent le gros irresponsable qui est en mode, on pouvait pas savoir, alors que, en fait, on te l'avait dit, mec. Donc voilà, la gamine a un doigt en moins. Et puis elle a aussi, surtout, un moignon bien dégueulasse de doigt avec l'os qui sort. Et donc elle chiale... Elle hurle, elle dit qu'elle veut sa maman. On sent qu'elle est complètement en état de choc. Sur le coup, il est en mode mais non, c'est rien, ça va guérir tout seul, c'est bon, les doigts c'est pas super important, c'est pas vital, elle est en vie, c'est bon, on va pas en faire un cinéma. Et un peu plus tard dans la soirée, il lui fait je vois que son os il dépasse et que son doigt il ressemble à rien. Je pense qu'il va falloir racler l'os et enlever le morceau de doigt qui pendouille et qui est pas super pour faire un truc plus propre. Vas-y, t'es avec moi, on va lui couper le doigt, quoi. Et évidemment, Cayenne veut pas. Évidemment, Turtle non plus, mais bon, il lui fait bien comprendre qu'elle a pas vraiment le choix. Elle lui dit, tu pourrais quand même lui donner des antidouleurs et compagnie. Il fait, mais non, c'est bon, elle en a pas besoin, puis ça coûte cher, les antidouleurs. Lol. Donc, voilà, ils vont lui couper le doigt en live. Et dans ces moments-là, il me semble qu'elle va vraiment gueuler. Et Turtle qui fait, non, mais elle souffre, là, en fait. Et lui fait mais non, mais est-ce qu'on est sûr finalement qu'autrui existe réellement? J'étais sur le cul, je me disais à la fois c'est génial et c'est horrible et putain, c'est difficile d'aussi bien exprimer ce que peut penser un psychopathe quand il est en train de faire souffrir quelqu'un. C'était vraiment balèze. Et là on comprend justement dans cette situation que Turtle elle a de l'empathie alors que lui non. Et que du coup il y a clairement une différence entre eux, même si elle va hériter de plein de ses côtés toxiques, parce que quand on est élevé par quelqu'un, on peut pas ne pas hériter de beaucoup de ses traits, mais il y a quelque chose d'inné chez lui qui va pas, et chez Turtle qui va, quoi. Donc ils finissent avec Cayenne, etc. Ils lui mettent une attelle à son doigt, et voilà. On va continuer comme ça, avec un doigt en moins. Et lui, plus tard, il va dire à Turtle, papy, quand il est mort, il avait vraiment l'air d'avoir réalisé quelque chose de profond sur moi, et ça avait l'air horrible, et c'était peut-être ce qui justifiait, comme je disais, pourquoi il m'a toujours pas aimé, etc. Et moi, quand je suis partie, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et à la fois on sent qu'il la hait pour ça, et qu'en même temps il l'aime. Enfin, c'est assez fascinant ce qu'il éprouve pour elle. Il lui dit, je sais pas ce qu'il a vu en moi, et je sais pas ce qu'il a vu en toi, mais... justement, en fait, moi, il m'a toujours maltraité, et toi, il s'est comporté différemment avec toi, et il lui dit, oui, t'es la meilleure chose que j'ai jamais eue, t'es la plus belle chose que j'ai jamais vue, et en même temps, il lui dit, je sais pas pourquoi, avec toi, il a pas été aussi horrible qu'avec moi,
qu'est-ce qu'il a vu de différent en nous, qu'est-ce qu'il y a chez toi qu'il n'y a pas chez moi. Et on sent que c'est un truc qui l'obsède. Et on sent qu'il était clairement là-dessus quand son père était en train de mourir, quoi. En train de se dire qu'est-ce que t'as compris et tout. Alors je peux comprendre que ce soit important pour lui, mais bon, il y a des priorités. Et encore une fois, il y a le côté autodestructeur chez lui qui faisait qu'il allait toujours dans le sens d'empirer la situation plutôt que de la réparer, quoi. Du moment que c'est pas lui qui peut se la péter en disant j'ai fait ça, parce que là, il pouvait peut-être éviter, appeler plus vite les secours, etc. Mais comme lui, demander de l'aide, appeler des gens, etc., c'est contraire à ses principes et qu'il faut toujours que ce soit lui qui prouve qu'il fait tout mieux que les autres, non, là ça rentrait pas dans son schéma. Pendant un petit moment, ils vont vivre comme ça. Cayenne et Turtle vont passer une journée ensemble où Turtle va manger des scorpions et elle va en faire manger un Cayenne et ils vont ramener le scorpion le soir et dire à Martine vas-y mange-le et il va pas vouloir, il va dire mais de toute façon c'est pas vrai que vous avez mangé des scorpions. Et clairement Turtle elle essayait de prouver quelque chose à Cayenne avec ça et elle lui a bien prouvé. Martine a recommencé à violer Turtle et Turtle a ses règles donc elle se dit tôt ou tard il va me mettre enceinte s'il continue et faudrait que ça s'arrête. Donc elle va plus le voir et lui il a l'air de comprendre que quelque chose a changé même s'il a pas l'air de comprendre ce que c'est. Encore une fois il est un peu con quand même un balai là-dessus mais bon. Ou alors il le comprend et il décide de faire du déni. C'est possible aussi vu le personnage. Donc il comprend que Turtle mettait un peu de distance avec lui. On se demande comment il va réagir. Ça va pas mettre beaucoup de temps à ce qu'on le sache. Il va réagir en allant emmener Cayenne dans sa chambre à la place de Turtle. Turtle va se dire non. Au début elle se dit et ça aussi c'est génial. Hein. Elle se dit il vaut mieux elle plutôt que moi. Je pense que c'est le genre de pensée qu'on a tous quand on est quelqu'un de maltraité ou qui a été beaucoup victimisée. Et en fait, au bout d'un moment, elle va se dire non, parce que grâce à Jacob et les amis qu'elle s'est fait, etc., elle se dit non, mais eux qui pensent que je suis forte, que je suis géniale, etc., qu'est-ce qui serait dégoûté de moi s'ils me voyaient maintenant ? Il faudrait au moins que j'agisse d'une manière dont je suis fière. Si j'y vais maintenant et que je la sauve, au moins je pourrais me dire que j'ai fait quelque chose de ma vie, que j'étais pas une grosse merde et tout. Alors que, ok, j'irais mieux si je le fais pas, mais je me sentirais naze pour tout le reste de ma vie. Donc elle finit par y aller. Elle tire, mais pas sur son père, elle tire sur une bouteille, je crois, dans la pièce. Et lui, il pète direct un câble en mode quoi, tu me tires dessus ? Et il prend son propre flingue et il essaye de la buter. Elle voit très clairement qu'il a essayé réellement de le faire alors qu'elle a volontairement tiré à côté. Ensuite, il se bastonne un peu et lui, il l'étrangle. Elle a vraiment la trachée bloquée, elle croit qu'elle va crever parce que sa trachée se réouvre pas même quand il l'a lâchée. Parce qu'elle le force quand même à lâcher, il lâche pas volontairement. Elle arrive à le dégager, mais après elle a plus aucune force, elle agonise par terre. Et lui, il reprend un peu ses forces. Et ensuite, quand elle arrive à revenir à elle lui tire dessus. Mais non, je crois que c'était avant qu'elle lui avait tiré dessus, elle avait quand même dû lui mettre une balle. Parce que du coup, il était quand même un peu ralenti par ça, mais en tout cas, il se portait encore pas si mal que ça, pour un mec qui s'est fait tirer dessus, malheureusement. Du coup, elle va, une fois qu'elle arrivera à respirer, réussir à s'enfuir, emmener Cayenne, partir dans la voiture de son grand-père, et elle va sur la route, elle l'attend pour espérer le prendre en embuscade, mais il vient pas. Elle va se dire non, mais c'est obligé, il va aller chez Jacob, il va s'attendre à ce que je sois là-bas, et même si j'y vais pas, il va vouloir tuer Jacob pour me faire du mal, donc je suis obligée d'y aller, et elle y va. Malheureusement, chez Jacob, il y a une fête, et il n'y a pas Jacob. Parce que justement, Jacob était déprimé parce qu'il voulait la revoir elle et que elle l'avait envoyé chier, mais elle l'avait envoyé chier parce qu'elle avait très peur de ce que Martine allait lui faire s'il le recroisait. Donc elle était dégoûtée de le faire, mais elle l'a fait. Et du coup, Jacob n'était pas à la fête, mais il y a Brett. Et en arrivant, donc elle dit à Brett, déjà il voit que Cayenne elle saigne entre les jambes. Donc ils se disent qu'ils vont appeler les secours, mais Turtle les fait comprendre qu'il y a un danger potentiel qui arrive. Et il arrive, et là, on a un magnifique combat entre Turtle et Martine qui tirent tous les deux bien et qui se poursuivent, qui se tirent dessus. Ça commence dans la maison, ça finit sur la plage, après elle se cache dans l'eau, et ils vont assez loin en étant un peu dans l'eau, etc., sur le bord de la mer, où elle va finir par réussir à le tuer, mais après avoir pris une balle dans le ventre et s'être mis du scotch autour du ventre pour pas que ses organes sortent et pour pouvoir continuer à bouger, même si elle était complètement explosée. Et là, tu te dis, mais cette fille, elle est tellement déter, elle est tellement classe. Et donc, elle a fini par réussir à le tuer, et après, elle s'évanouit, et on l'a récupérée, et elle se réveille à l'hôpital. Il y a Jacob, mais elle lui dit qu'elle veut pas le revoir pour l'instant, parce que, clairement, elle a le ventre ouvert, elle va devoir chier avec une poche, etc., et elle est complètement diminuée, donc elle sait même pas au début trop si elle va survivre, si elle pourra remarcher normalement, revivre normalement. Bon, au final, elle guérit plutôt bien avec le temps, mais elle a dit à Jacob qu'elle voulait au moins 1 an avant
qu'ils puissent se revoir. Et du coup, elle vit chez Anna, qui était sa prof, qui voulait l'aider, et où au début, elle la détestait, elle la traitait de connasse. Et voilà, donc Anna va lui dire je sais que tu auras besoin de temps, mais je vais essayer de t'offrir un cadre quoi, pour grandir à peu près paisiblement. Et Turtle veut un potager, ça se passe pas bien, mais elle persiste, comme dans tout ce qu'elle fait. Et voilà, son potager, il est détruit une fois, 2 fois, 3 fois, mais à chaque fois, elle recommence, et elle a un peu des crises de larmes, où elle se dit non mais c'est quand même pas compliqué ce que je veux un potager. Et donc le livre se termine sur, il y a le bal du lycée, elle voudrait y aller, et Anna lui dit je pense que c'est trop tôt, je pense que tu vas péter un câble si t'y vas. Et Turtle insiste en disant non mais je veux y aller. On sent que c'est encore son côté fonceuse, où elle supporte pas de ne pas réussir, où elle veut toujours s'en demander le maximum à elle-même, etc. Parce qu'elle a été élevée comme ça, parce que son père était comme ça. Enfin lui, il exigeait beaucoup de lui-même, et il exigeait beaucoup d'elle surtout, hein, parce qu'avec lui-même, il a des petits côtés complaisants sur certaines choses. Enfin, il avait, puisque maintenant il est mort, tant mieux. Et donc ça se termine sur Turtle qui veut absolument y aller, même si Anna lui dit que c'est une mauvaise idée, et donc on sait pas si elle reverra Jacob, etc. Mais on peut supposer que oui quand même, parce que Jacob, ça avait quand même l'air d'être un mec bien. Et du coup, je leur souhaite beaucoup de bonheur, et on sent bien le fait qu'elle va souffrir, qu'elle sera jamais normale et qu'elle aura toujours un côté décalé, mais qu'avec la volonté de malade qu'elle a, elle va continuer à s'acharner, et voilà. Hein. Elle va en chier toute sa vie, mais elle va s'acharner, et c'est une réussite en soi, je pense, et c'est beau, et voilà. Et donc ce livre, il est trop bien. Et j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, parce que moi, quand je suis contente, quand j'aime quelque chose, je peux en parler pendant des heures. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à dire à propos de ce livre. Alcyon, vu que c'est toi qui me l'as conseillé, n'hésite pas à me dire si t'as des questions sur ce que j'ai pensé de certaines choses, ou si t'as des commentaires à faire sur ce que j'ai dit. Je pourrais continuer à en parler longtemps, comme je le dis. Absolument génial. Si ce mec sort d'autres livres, je les lirai. Même s'il a bossé 8 ans dessus, c'était pas 8 ans de perdu. Hein. Voilà, c'est juste trop bien. Je vous dis à bientôt et salut! Je pensais un jour, moi aussi je porterai le monde. Et maintenant le vent siffle un peu plus chaque seconde. Je chercherai encore